je passerai à un autre élément très très important, un autre seuil de lecture. Et cette fois-ci, je m'arrête sur les disciplines voisines qui permettent d'apporter un plus plutôt quand on approche un texte théâtral. La première discipline qu'il faut citer, c'est tout simplement la sémiotique théâtrale. Donc je vais évoquer l'apport de la sémiotique théâtrale, l'apport de l'analyse de discours et l'apport de la pragmatique linguistique. Ces trois disciplines d'obédience bien sûr linguistique, de nature linguistique, mais qui apportent beaucoup d'éléments, qui apportent beaucoup de niveau de lecture, si vous voulez, qui apportent un plus au travail de lecture. Je commence par la sémiotique, et là, je m'arrête sur deux conceptions fondamentales dans ce sens-là, à commencer par Umberto Eco, qui considère que, là je le cite, si le théâtre est fiction, c'est tout simplement parce qu'il est avant tout signe. Toute la fiction théâtrale s'explique par le fait qu'elle est faite de signes. C'est la même visée développée par Roland Barthes, qui évoque la scène comme étant un lieu où on assiste à une sorte d'hémorragie de signes. Vous avez le visuel, vous avez le verbal, vous avez donc ce qui est sonore, et donc cette hémorragie de signes fait la particularité donc de la scène et de la représentation théâtrale. Donc la polysémie, voire la polyphonie de la scène émane justement de la richesse du signe théâtral, un signe pluriel, disparate, et donc la lecture sémiologique permet de saisir cette polyphonie en focalisant l'attention sur la structure interne et le fonctionnement synchronique des signes. Il s'agit donc pour cette discipline de démontrer comment une panoplie de signifiants reconstitués par addition et recoupement s'articule pour générer un signifié global. Textuellement, cette ambition demeure légitime si on considère le soin particulier que les dramaturges accordent à leur indication scénique, qui fonctionne parfois comme un relevé de signes à organiser scéniquement, et parfois elles prennent l'air de descriptions faites dans le détail, plus minutieux pour faire naître chez le lecteur l'impression d'une ambiance voulue, tant sur le plan du décor, de l'éclairage, de l'environnement et de l'environnement sonore utilisé. Donc, cette polyphonie et cette richesse, ça se voit bien sûr sur le plan scénique, mais sur le plan textuel, on peut la repérer sur le plan des indications scéniques. Il suffit par exemple de lire, par exemple, en attendant Godot, vous avez une installation de décor qui se fait dans l'indication scénique. La même chose chez UNESCO, la même chose chez Jean Genet, dans les bonnes. Donc vous avez toujours une description qui se fait dans le détail, à tel point que ça peint donc la scène dans le détail. Et donc ces descriptions faites minutieusement se fait en recourant bien sûr aux signes linguistiques qui vont se concrétiser une fois le texte passe à la scène. Et donc cette richesse sur le plan sémiotique, il faut bien sûr la saisir et en faire un plus dans le travail de lecture et d'analyse. Donc, le lecteur qui prend cette dimension en considération pourrait facilement opérer un va-et-vient entre un iconisme de la scène et un symbolisme du texte. Et il pourrait facilement
opérer une distinction entre ce qui est linguistique, ce qui est jeu, ce qui est acoustique, ce qui est visuel. Donc, l'action qui passe par le geste, l'action qui passe par la pensée, et ainsi de suite. Donc, comme ça, donc, il serait toujours dans ce va-et-vient entre ce qu'il lit et le potentiel du texte qu'il pourrait avoir une fois sur scène. Je termine ce point-là par une citation de Michel Foucault, toujours parlant de la sémiologie donc, du théâtre. La sémiologie, donc, pour lui, est l'ensemble des connaissances et des techniques qui permettent de distinguer où sont les signes, de définir ce qui les institue comme signes, de connaître leurs liens et les lois de leur enchaînement. Donc il parle de la sémiotique de façon générale, mais nous, on va transposer donc cette conception pour l'appliquer au théâtre et dire que l'approche sémiotique nous permet d'abord de délimiter les signes théâtraux, de savoir où ils commencent et où ils prennent fin, et par la suite de savoir quel genre de rapport ils entretiennent et quel plus ces rapports donnent au texte en termes de sens et en termes d'interprétation. Maintenant, en ce qui concerne l'analyse de discours, cette discipline permet de saisir toutes les nuances liées à l'énonciation théâtrale. Donc, au-delà des modalisations de subjectivité que l'on applique au texte narratif de façon générale. Donc, le texte théâtral, parce qu'il est fait de dialogue, parce que dans les dialogues, on peut opérer, par exemple, les distinctions entre monologue, entre aparté, entre stichométie, entre pas mal d'éléments, d'éléments relevant bien sûr du discours théâtral. Et donc l'analyse du discours, il est très très opérationnel quant à l'approche du texte théâtral. Et là, je m'arrête sur un concept fondamental développé par Anne Hübbersfeld dans son ouvrage Lire le théâtre. Il évoque justement la particularité du texte théâtral comme étant un texte qui a, ou plutôt le théâtre, pas uniquement le texte théâtral, qui se caractérise par la double énonciation. Comment explique-t-elle cette double énonciation ? Tout simplement en considérant que l'énonciateur est double et l'énonciataire est double aussi. C'est-à-dire que l'énonciateur dans le texte théâtral, il n'est pas uniquement celui qui produit cet énoncé, donc à la base c'est le dramaturge, mais cet énonciateur, il est relayé par un deuxième énonciateur qui est bien sûr le comédien qui porte le texte. Et donc nous avons cette énonciation qui se fait en relais, et la même chose, l'énonciateur, il est à la fois le deuxième personnage sur scène, et il est aussi le lecteur s'il s'agit d'un texte, ou le lecteur ou le public. Et donc il s'agit d'un travail qui est conçu dans ce sens-là, avec un double énonciateur et un double énonciataire. Donc ce travail-là sur l'énonciation théâtrale, il est assez fondamental pour saisir, comme j'ai dit tout à l'heure, les nuances entre l'aparté, entre le monologue, entre le dialogue, entre parfois il y a même des monologues qui sont plus ou moins faussés, c'est-à-dire on est dans le monologue, mais finalement on est dans des révélations, on est dans un travail d'introspection, et du coup, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un monologue? Donc ces nuances-là, l'énonciation théâtrale ou le travail de l'analyse de discours nous permet donc de saisir la différence entre telle ou telle technique. Et j'arrive à la pragmatique linguistique. Dans le théâtre, souvent le dire
est associé à un faire. Le dire est toujours pris dans un contexte d'énonciation qui pourrait laisser le lecteur sentir toutes les nuances qui peuvent s'établir entre l'implicite, l'explicite, entre les présupposés et les sous-entendus. Et donc, de même, la logique sur laquelle s'est basé Paul Grice dans sa conception des maximes conversationnelles est applicable au théâtre. Donc, lui, il a parlé des lois de discours, donc les lois entre autres les lois de la coopération, les maximes de sincérité, de pertinence, d'informativité, de modalité et d'exhaustivité. Donc, dans tout ce foisonnement terminologique et conceptuel aussi, il est très très applicable au texte théâtral puisqu'il s'agit de dialogue. Il s'agit donc par exemple, le principe de la coopération. On sait très bien à quel point dans un dialogue sur scène, il y a cette coopération qui s'installe entre les personnages, même au niveau textuel, on sent qu'il y a quand même une certaine coopération entre les personnages pour mener à bien leur tâche. Voilà en gros comment ces trois disciplines pourraient contribuer à une lecture exhaustive donc, du texte théâtral.